le Japon, les États-Unis, la France. Ces trois pays possèdent plus de la moitié du parc nucléaire mondial. Les principaux problèmes que l'énergie nucléaire pose à notre Terre se trouvent enchevêtrés dans la production et le commerce d'une matière particulièrement dangereuse. Une matière artificielle d'une puissance incontrôlable qui pollue notre monde pour des milliers d'années. Le plutonium. À la pointe nord de l'île principale du Japon, se trouve le mont Osore, l'entrée des enfers dans la mythologie japonaise. On y croise quelques Jizo, ces divinités censées accompagner l'âme des enfants morts dans leur passage vers l'au-delà. Osore-san veut dire la montagne de l'effroi. Par une troublante coïncidence, c'est ici que les hommes ont installé le cœur du système nucléaire japonais. C'est le lieu de stockage de déchets radioactifs et d'une usine de plutonium, l'Okasho. On appelle cette zone le kilomètre de la mort. Dans cette maison-là, les deux filles ont eu un cancer de la thyroïde. Et dans cette maison là-bas, un enfant est né mal formé. Hanford est situé le long du fleuve Columbia aux États-Unis. Dans ce désert fut produit le plutonium qui allait servir au premier essai nucléaire de l'histoire et à la fabrication de la bombe atomique larguée sur Nagasaki en 1945. Aujourd'hui, Hanford est le plus grand site de stockage de déchets radioactifs aux États-Unis. J'ai toujours considéré qu'il faut discuter du nucléaire en deux parties. Il y a le système uranium et il y a le système plutonium. Le système plutonium augmente de façon considérable l'ensemble des problèmes liés au secteur nucléaire. Il augmente l'inventaire de radioactivité dans le cas d'accident. Il augmente les problèmes de rejet dans la nature hors accident. À l'origine militaire, La Hague est la plus grande usine au monde qui traite les combustibles usés provenant des centrales nucléaires pour en extraire le plutonium. La Hague est située sur la presqu'île du Cotentin, en France. L'Okasho, Hanford et La Hague présentent de nombreuses ressemblances. Géographiques, à proximité de points d'eau, historiques et politiques pour leur puissance économique et militaire. Loin de la vision angélique d'une énergie tournée vers le progrès, la défense de l'emploi ou la maîtrise technologique, ces trois sites donnent à lire une toute autre histoire du nucléaire. Celle d'un système devenu fou, pris dans la spirale des dividendes économiques et des intérêts militaires. Et pour démêler cet étrange écheveau, il faut remonter à la source, à Berkeley en 1940. C'est ici, dans une des universités les plus réputées au monde, à la veille de l'entrée en guerre des États-Unis, que Glenn Seaborg fait la découverte d'un élément chimique très rare, radioactif et particulièrement toxique.
le plutonium. C'est une substance si incroyable qu'on peut la qualifier d'anormale. Dans certaines conditions, il est comme le verre, dur et cassant. Dans d'autres, il est doux comme du plastique ou du plomb. Lorsqu'il est chauffé à l'air, il brûle ou se brise immédiatement pour se décomposer lentement à température ambiante. Enfin, il est d'une toxicité diabolique, même à une dose infinitésimale. The sample that was isolated as a result of bombarding these hundreds of pounds of uranium with neutrons at Berkeley and St. Louis was finally isolated in pure enough form to weigh a few micrograms by a special balance. And using that, the first sample of plutonium was found to weigh 2.77 micrograms. Je crois que la mise au point de l'arme nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale est un événement beaucoup plus profond qu'un simple événement militaire et qu'il transforme radicalement le fonctionnement de notre société et en particulier le rôle qui joue la science. Il faut bien voir qu'auparavant, disons au XIXe siècle et même dans la première moitié du XXe siècle, les scientifiques s'occupent essentiellement de recherche fondamentale et que les applications viennent après, plus tard. Ce sont des ingénieurs, des industriels qui vont se saisir des découvertes et les mettre en œuvre. Et ce qui se passe entre 1939 et 1945 est une rupture complète avec ce schéma, puisque ça va être la première fois, je crois, dans l'histoire mondiale, que des scientifiques qui sont des chercheurs fondamentalistes, des physiciens théoriciens de pointe, vont être engagés pour mettre au point un développement technique, fabriquer la bombe. Hanford était à l'origine un site militaire dans le cadre du projet Manhattan durant la Seconde Guerre mondiale. Pendant 46 ans, il va produire du plutonium pour l'armée américaine. L'usine a été fermée en 1989. Nous voyons ici les deux raisons qui expliquent pourquoi Hanford a été choisi comme site de production de plutonium dans le cadre du projet Manhattan. La première raison, c'est l'isolement. Il n'y avait que 2 petites villes sur le fleuve et elles ont été évacuées. La seconde raison, c'est le fleuve lui-même, qui apporte en grande quantité de l'eau claire et fraîche dont on a besoin pour refroidir les réacteurs. On ne peut pas la voir d'ici, mais il y a aussi une ligne à haute tension qui vient des barrages, qui se trouve sur le fleuve Columbia, pour alimenter Hanford en énergie électrique. En 1943, ce complexe militaro-industriel sort de terre en 1 an et demi seulement. Sur un peu plus de 1500 km², le chantier titanesque peut commencer. 180 000 personnes venues de tout le pays sont mobilisées pour sa construction. Les moyens mis en œuvre sont colossaux. 621 km de route, 254 km de voies ferrées. 36 000 tonnes d'acier sont utilisées pour un coût exorbitant à l'époque de 230 millions de dollars entre 1943 et 1946. 554 bâtiments sont réalisés, dont 3 réacteurs nucléaires, ainsi que 3 unités de fabrication du plutonium. Pendant un demi-siècle est produit à Hanford le plutonium nécessaire à la fabrication des bombes atomiques.
On savait globalement ce qui se passait, que c'était une immense usine construite dans le plus grand secret pour produire du plutonium afin de fabriquer la bombe. Mais on ne savait pas à quoi ressemblaient ces installations. Et on ne savait pas quelles opérations s'y déroulaient. Tout était classifié. Presque tous les documents que l'on rédigeait étaient classifiés et gardés dans un coffre-fort. L'information était compartimentée. Moi, par exemple, je travaillais dans la zone des réacteurs et on considérait que je n'avais pas besoin de savoir quoi que ce soit sur les installations de traitement chimique ou sur ce qui se faisait dans les autres usines. Même au sein des installations, nous ne savions pas tout ce qui s'y passait. L'uranium arrivait ici, dans la zone 300, un espace relativement petit qui jouxte la ville de Richland. C'est là qu'étaient fabriqués les éléments de combustible en uranium métal destinés aux réacteurs. Ils étaient mis dans le réacteur pendant un temps suffisant pour la production du plutonium à partir de l'uranium. Le combustible usé contenant du plutonium était ensuite envoyé vers la zone 200, qui se trouve ici, au centre de Hanford. Dans l'usine de traitement, le combustible usé est liquéfié par de l'acide, puis séparé par un processus chimique. Et pour finir, le plutonium est délivré sous forme de galets de métal. Qu'est-ce qui est particulier par rapport au plutonium? Il y a deux notions tout à fait spécifiques. C'est un élément, un radioisotope d'une extrême radiotoxicité. C'est-à-dire, il y a un débat scientifique si c'est 12 millionièmes de grammes ou 100 millionièmes de grammes qui peuvent provoquer, si la substance est inhalée, un cancer des poumons. C'est-à-dire, c'est létal à des doses extrêmement petites. Et puis la deuxième caractéristique, c'est que très peu de cette matière, ça dépend de la qualité, ça dépend, mais de l'ordre de quelques kilogrammes sont suffisants pour fabriquer un engin explosif de nature bombe nucléaire. L'uranium est une matière première qui existe à l'état naturel. Le plutonium est une matière artificielle issue de l'uranium. Il est produit dans le cœur même des réacteurs nucléaires. Le tout premier réacteur à entrer en fonction a été conçu aux États-Unis, dans le cadre du programme secret du projet Manhattan, pour fabriquer la bombe atomique. Dans ce projet, le réacteur était une installation qui a permis la fabrication de la matière plutonium pour la bombe. À l'origine, le réacteur nucléaire n'est pas fait pour produire de l'électricité, mais pour fabriquer du plutonium, composant de la bombe atomique. On comprend pourquoi tous les pays qui souhaitent disposer de la bombe atomique veulent posséder les technologies nucléaires pour produire du plutonium. Mais cette production pose de nombreuses questions, et notamment celle du retraitement des combustibles usés qui sortent des réacteurs. Il faut bien se mettre dans la tête ce que c'est le retraitement, le soi-disant retraitement. La séparation du plutonium, c'est qu'on a un déchet qui est très compact. Ce sont des combustibles irradiés, ce sont des tubes, des gaines extrêmement solides. Vous devez imaginer, ils doivent passer dans des conditions de pression, de température, vraiment extrêmes dans un réacteur. Donc c'est un très très bon conditionnement. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe en morceaux. Donc ça libère la totalité des gaz qui sont inclus dans les tubes. Et puis on met tout ça dans un bain d'acide. Et on dissout les différentes parties du combustible. Donc on crée à partir d'un déchet compact
ont créé plusieurs filières de déchets liquides, gazeux. Il y en a qui sont rejetés dans l'air, il y a une partie qui est rejetée à la mer. On fait a big mess. Le big mess, le grand désordre, exige beaucoup d'opérations dangereuses. Pour extraire le plutonium du combustible usé, on le dissout dans de l'acide et on sépare ensuite chimiquement le plutonium de cette solution. Quelques grammes de plutonium nécessitent plusieurs tonnes de produits chimiques. Ces opérations entraînent une pollution de l'eau qui s'ajoute à celle des rejets radioactifs. Par ailleurs, la durée de vie du plutonium est de plusieurs centaines de milliers d'années. Comment l'homme peut-il envisager une telle durée ? Dans une usine chimique ordinaire, il n'y a qu'à introduire les produits chimiques et les rincer. Ce n'est pas un problème. Mais sur des installations nucléaires, il y a les radiations, le plutonium, le césium, tous les produits radioactifs. Et alors là, si on se contente de rejeter tout ça, ça ne marche pas. Un site irradié, contaminé, ne se nettoie pas aussi simplement qu'une usine chimique normale. Il faut se clarifier dans la tête que cette activité-là qui conduit à une substance qui n'a pas de valeur émet plusieurs milliers de fois plus de radioactivité dans la nature qu'un réacteur nucléaire. Une usine de plutonium, ce sont beaucoup de déchets radioactifs très différents et très dangereux qu'il faut ensuite stocker. À Hanford, les énormes cuves construites il y a 70 ans, remplies de liquides radioactifs, agités et refroidis en permanence, ont vieilli. Certaines sont usées par la corrosion, d'autres sont endommagées par des défauts de construction. Aujourd'hui, elles fuient et polluent la nappe phréatique. Il faut maintenant essayer de récupérer tous ces déchets pour les stocker ailleurs, déplaçant ainsi la pollution radioactive d'un endroit à un autre. Les chiffres donnent le vertige. Ici sont ensevelis 200 000 mètres cubes de déchets hautement radioactifs, stockés dans 177 citernes. Sans compter 700 000 mètres cubes de déchets radioactifs solides et 52 hectares d'eau souterraine contaminée en attente de traitement. Hanford est aujourd'hui un des sites les plus pollués des États-Unis, le plus grand chantier de décontamination et de démantèlement au monde. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France se lance dans la course à la bombe atomique, présentée comme la condition de son indépendance politique et militaire. Le nucléaire militaire, la création en France, c'est le CEA, c'est 1945, c'est De Gaulle, avec son idée de l'indépendance de la France, et c'est un général, donc pour lui, l'indépendance passe par l'armement, et donc il veut la bombe. Marcoule sera demain le nom même de l'industrie nucléaire française. Voici dévoilés au public les aspects de cette réalisation qui fait entrer la France dans le cycle de l'utilisation industrielle de l'atome. Pour l'instant, s'achève la première des 3 centrales atomiques appelées à fournir à la fois le plutonium et un complément de force électrique. Marcoule était présenté aux Français, au Parlement même, comme un prototype, le prototype d'un réacteur qui produirait de l'électricité. Donc ce serait l'avenir de la France nucléaire avec la production pacifique de l'électricité. Et dans une certaine mesure, on peut dire que oui, dans une certaine mesure, c'était un tel prototype, mais le réacteur était la conception et
l'instrumentalisation, c'est-à-dire la mise en marche du réacteur, le régime de mise en marche du réacteur a été optimisé pour produire du plutonium militaire. Et en fait, on parle de 3 réacteurs, là, il n'y avait pas qu'un. Et donc, Marcoule a vraiment a commencé à produire du plutonium militaire bien avant qu'il y ait eu une décision prise de la part du gouvernement de construire une bombe atomique. Et quand cette décision a été annoncée en 1958, Marcoule était déjà en marche, et c'est pour ça qu'il a fallu seulement 2 ans après pour que la France construise et fasse un test de sa première bombe atomique. À la suite de la production de plutonium militaire à Marcoule, commence en 1962 la construction de l'usine de La Hague, beaucoup plus importante. Le site de La Hague présente nombre de points communs avec ceux de Hanford et Locachot. L'industrie nucléaire s'installe toujours dans des endroits lointains, paisibles et retirés. Cap, presqu'île, péninsule, langue de terre au bord d'un fleuve ou de l'océan. Comme dans la région du Cotentin, ces paysages sauvages vont progressivement se couvrir d'usines et se nucléariser, dans un silence à la fois gêné et généralisé. Ici, les gens ne sont pas toujours causants, naturellement, si je puis dire. On est plus expansif dans le Midi qu'on est en Normandie, et notamment dans cette pointe du Cotentin. Mais en plus, donc, c'est le nucléaire. Il y a le secret du nucléaire, le secret du militaire, et puis on a son voisin, son fils ou son cousin qui travaille dans le nucléaire, ou bien il s'en va ailleurs, ou bien il est au chômage. Bon, donc on n'en parle pas. Et puis surtout, dans les fêtes, les communions, les noces, etc., surtout ne pas aborder la question parce que on s'engueulerait, hein, donc on se tait. C'est pas terrible d'avoir ça à côté, hein. On n'aime pas trop, quoi, hein, c'est sûr. Mais bon, c'est là, alors comment on fait, quoi. Maintenant, c'est là, le moment où c'est la génération de mon père, ils se sont battus contre, c'était à ce moment-là le choix. Maintenant, c'est là. Ou alors on s'en va, quoi. Mais moi, j'ai pas envie de quitter mon pays, quoi. Voilà. Et puis, bah, on a notre vie ici, Bah, proximité, ça induit une prise de conscience, ça induit une réflexion. Et puis, toujours cette échelle de temps, le fait qu'il faut... on en profite pendant 50 ans, en gros, et puis il va falloir gérer ce problème-là pendant des milliers d'années, quoi. La voie qui semble être prise, c'est d'enterrer les déchets. Donc le principal souci, c'est de savoir comment on peut marquer à la surface le fait qu'il y a en dessous des déchets. C'est insensé, quoi. Faudrait peut-être mieux s'occuper des déchets avant de savoir comment on va faire. C'est vraiment l'ultime recours. Ça veut dire qu'on n'a pas de solution pour gérer ces déchets-là, quoi. C'est complètement fou, quoi. Après avoir vécu de la production de plutonium, la région de Hanford se nourrit désormais de l'industrie de la dépollution nucléaire. Il faut maintenant nettoyer, démanteler, décontaminer pour un coût faramineux. Aujourd'hui, à Richland, le budget de Hanford est de l'ordre de 2 milliards de dollars par an. Pour simplifier, on va dire qu'il y a 200 000 personnes, peut-être 250 000, mais on va opter pour un chiffre rond. Si vous divisez ces 2 milliards de dollars par 200 000 personnes, vous obtenez une subvention de l'État pour Hanford de l'ordre de 10 000 dollars par personne et par an.
C'est la seule ville du pays qui soit financée à cette hauteur-là. Les gens savent bien que c'est à Hanford que va l'argent et que c'est ce qui fait tourner la ville. Et donc, si un problème surgit, les gens ne vont pas opposer de résistance. Parce que s'ils le faisaient, Hanford fermerait et la ville mourrait. Je ne sais pas exactement quelles sommes ont été investies dans le site de Hanford pour la production des armes nucléaires. Mais je sais que les budgets actuels pour le nettoyage de Hanford sont plus élevés qu'ils ne l'ont jamais été au plus fort de la production. Donc, quel qu'ait été le coût de Hanford, il est clair que le coût du nettoyage du site, le soi-disant nettoyage, va dépasser de plusieurs fois le coût de la production avant que tout soit terminé. Le budget varie d'une année sur l'autre. L'an dernier, il était d'environ 2,2 milliards de dollars. En nous basant sur une décision budgétaire pluriannuelle, nous pensons rester dans un ordre de grandeur similaire. Nous comptons sur environ 2 milliards de dollars par an pendant les 40 ou 50 prochaines années. Donc, 40 ans à 2 milliards par an, cela fait 80 milliards de dollars. Au Japon, la péninsule de Shimokita a elle aussi été complètement nucléarisée depuis 1990. Sur quelques kilomètres carrés sont venues se concentrer 2 nouvelles centrales nucléaires, un centre de stockage des déchets radioactifs et une usine de retraitement des combustibles nucléaires usés. Ainsi, malgré les contestations des populations locales, la Terre se couvre de cubes blancs, de charpentes métalliques et de pylônes électriques. Comme à Hanford, le site se trouve au voisinage d'un parc naturel, réputé pour ses forêts de hêtres et de cyprès. Non loin d'ici se trouve la base militaire américaine de Misawa, avec ses avions de chasse et ses drones de surveillance. Elle fait face à la Russie et à la Corée du Nord, toutes proches. La guerre n'est jamais loin. Et pour le Japon, se procurer la technologie nucléaire, c'est avoir accès à la puissance militaire du plutonium, donc à la bombe atomique. Le Japon possède 47 tonnes de plutonium stockées en partie sur son sol. De quoi fabriquer 4000 bombes atomiques. Dans un pays comme le Japon, l'image que l'on se fait du nucléaire civil est pacifique. Alors que l'énergie atomique est liée au militaire. C'est comme si cette énergie était séparée en 2 choses différentes. Mais c'est l'État qui a présenté les choses ainsi. Et beaucoup de gens ont été bernés par cette propagande. Mais au départ, pourquoi le Japon s'est-il engagé dans le nucléaire? C'est en fait parce qu'il voulait fabriquer des armes atomiques. Ce n'était pas pour avoir une source énergétique, c'était pour posséder la capacité de fabriquer la bombe. Et c'est ainsi que le Japon a commencé le développement nucléaire. Pour atteindre cet objectif, il fallait qu'il maîtrise par lui-même la technologie du fonctionnement du réacteur. Il voulait acquérir, par ses propres moyens, la capacité d'extraire le plutonium produit dans le réacteur. Depuis l'origine, son but est toujours le même, c'est de posséder la technologie du retraitement du plutonium. C'est en 1969 que le projet de développement s'est implanté ici. Jusqu'à ce moment-là, ce village avait comme particularité d'être un village de travailleurs qui migraient pour aller chercher du travail en ville. Dans la grande majorité des familles de ce village, le père de famille est un travailleur migrant. Moi aussi, j'ai vécu dans ce contexte.
Mon père était un travailleur migrant. Il était menuisier et ma mère était agricultrice. Mon père était quasiment absent toute l'année. Je le voyais à peine 2 fois par an, une fois au Nouvel An et une fois en été. Alors, est-ce qu'on pouvait rester ainsi dans cette situation, sans moyens pour subsister? Le village était vraiment misérable. Je pense que mes prédécesseurs ont été confrontés à cela et ils ont souhaité que le village prenne enfin son essor. Aujourd'hui, avec le recul, on peut dire que la mer, les montagnes, les terres, tout ce dont nous avons hérité de nos ancêtres a été échangé contre de l'argent. Et c'est irréversible. On ne peut plus faire marche arrière. Mais est-ce que les gens de la région sont devenus plus heureux? Non, finalement, pas forcément. Le village aurait dû réfléchir en priorité aux valeurs de la communauté régionale. Et si on avait pensé un peu plus aux habitants, on n'en serait pas là. Bien sûr, la population en avait assez d'être pauvre. Et ça explique pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui. Hanford a été le premier site au monde de production industrielle de l'atome. Les travailleurs et les habitants de la région ont évidemment été surveillés d'un point de vue médical, mais aussi testés à des fins expérimentales. Le but était de connaître les effets de la radioactivité sur l'organisme humain et de savoir quelles étaient les doses tolérables. En témoigne par exemple le Green Run. D'après des documents déclassifiés en 1986, on sait que cette expérience de diffusion volontaire de produits de fission radioactifs a été menée dans le plus grand secret, dans la nuit du 2 au 3 décembre 1949. Au moment où l'Union soviétique vient juste de tester sa première bombe atomique, le but est de mesurer la radioactivité dans les airs, sur la végétation et à la surface des eaux. Tous les hommes, les femmes et les enfants de la région seront donc volontairement irradiés. D'autres essais du même genre ont eu lieu. En fait, on peut dire que la région de Hanford a fourni depuis 1943 une véritable population de cobayes humains. La prochaine maison, après cette ferme, c'est la maison des Holmes, Bonnie Holmes. Bonnie Holmes est morte d'un cancer foudroyant. Quand ses filles étaient encore au collège, elles ont été mises sous traitement pour des problèmes thyroïdiens. Il y avait une maison ici, au niveau du tracteur. Ray Voss y avait amené sa femme. Pendant des années, ils ont eu une cabane, là où est le tracteur. Ils ont eu un bébé mal formé. Elle a noyé le bébé dans son bain et elle s'est suicidée. Voss est mort d'un cancer. Je me rappelle qu'une année, des fonctionnaires sont venus ici avec une machine fumigène. Ils l'ont mise le long de ce fossé pour regarder où allait la fumée, puis ils l'ont installée dans la vallée. C'était pour tester le sens du vent.
On trouvait ça drôle, nous, quand on était gamin, mais maintenant que j'ai pris de l'âge, je comprends mieux. En fait, ils étudiaient dans quelle direction iraient les radiations. Ils nous ont observés, ils savaient, ils ont toujours su. Et ils ont pris délibérément la décision de garder ça secret. Voici Hanford. Vous voyez ces dunes de sable là-bas? Vous voyez ce rond blanc? C'est Hanford. Vous voyez la dernière maison et la verdure des arbres et le fleuve? De l'autre côté, c'est Hanford. C'est aussi près que ça. Je ne savais pas à l'époque. J'avais de longs cheveux, naturellement bouclés, très épais. Et tout à coup, j'avais 19 ans et j'allais à l'université de Whitman, à une cinquantaine de kilomètres des installations de la centrale de Hanford. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à perdre mes cheveux et à souffrir d'une grave hypothyroïdie. Les conséquences des radiations sur ma santé ont été nombreuses. Même si les faits remontent à 1949, il a fallu attendre la loi sur la liberté de l'information. Et c'est seulement en 1986 que j'ai lu un article là-dessus. Et je me suis dit, mon Dieu, c'est pour ça que j'ai eu tous ces soucis depuis tant d'années. And living is pleasant in an area of good weather, clear air, clean water, and miles of land for community growth with expanding facilities and services, influenced largely by Hanford. Beaucoup de gens pensaient que le Green Run auquel j'ai été exposé en 1949 était le résultat d'expériences de rejet radioactif menés sur l'homme. Évidemment, c'est un scandale que ces essais aient eu lieu. J'ai versé tellement de larmes, non pas sur le mal qui m'a été fait, mais à cause de la confiance que je vouais à l'État. C'était impossible. Ils n'avaient pas fait une telle chose, tuer leur propre population. Leur propre population. Ils l'ont détruit. Ça a été totalement détruit, rasé. Tout le site de stockage. Je l'ai survolé l'autre jour. Il a disparu. Des milliers et des milliers de bâtiments ont disparu. Des routes ont disparu. C'est presque comme si tout ça n'avait jamais existé. Ça a été effacé de la surface de la Terre. Sauf quelques grands trous que les camions remplissent sans arrêt. Quand on les survole, tout a disparu. Je veux que ça disparaisse. Ce n'était pas un bon voisin. Mais si les gens n'ont pas un référent visuel à regarder pour se dire « c'est dans ce bâtiment-là qu'ils ont fait ça », alors les générations à venir vont reproduire les mêmes erreurs.
L'image que l'on a du Japon est celle d'un pays développé, à la pointe de la technologie. Celle d'un pays développé dans le domaine nucléaire. Et la majorité des Japonais croient en cette image. Mais en réalité, c'est absolument faux. Dans le domaine du nucléaire, le Japon est un pays en voie de développement. Jusqu'à aujourd'hui, il a essayé d'avoir son indépendance dans le domaine de la technologie nucléaire, avec l'aide des pays nucléarisés. Et pour le moment, il n'y est pas encore parvenu. Aussi longtemps que le Japon voudra posséder la bombe, je pense qu'il ne renoncera pas au retraitement du plutonium. Au Japon, l'usine de plutonium de Lokasho a accumulé les incidents techniques depuis plus de 10 ans. Elle n'a jamais fonctionné. Pour l'instant, on y stocke le combustible usé des 54 réacteurs japonais et les piscines de refroidissement sont proches de la saturation. Cette usine de retraitement des déchets nucléaires, construite en 2002 sur le modèle de La Hague et dont les coûts de fabrication n'ont cessé d'augmenter, est située tout près d'une faille sismique. Une usine coûteuse et dangereuse, dont la mise en service a été reportée une vingtaine de fois. Une usine pour rien. C'est le symbole de l'absurdité du système nucléaire. Le Japon voulait absolument avoir son usine de retraitement. Mais les États-Unis sont contre le retraitement effectué par d'autres pays, car cela permet de fabriquer des armes atomiques. Sous le mandat du président Carter, les États-Unis ont décidé de ne plus effectuer eux-mêmes le retraitement commercial. Mais ils ne voulaient pas non plus déléguer cette tâche à d'autres pays. 1972. Sous une ribambelle de drapeaux de tous les pays du monde, l'Américain Richard Nixon et le Soviétique Léonid Brejnev signent à Moscou les traités SALT I pour la limitation des armements stratégiques. Au sein même de la guerre froide, un espoir se fait jour et une détente s'installe. C'est une date importante pour la non-prolifération des armes nucléaires. Au même moment, tandis que les Américains décident d'arrêter le retraitement civil, la France fait le choix inverse et commence une exploitation commerciale de l'industrie du retraitement. C'est la naissance d'une stratégie de développement du nucléaire civil. L'État décide la construction de plusieurs centrales, dont tous les combustibles irradiés seront retraités à l'usine de La Hague. C'est à partir de 1973 où le lobby nucléaire est extrêmement important en France, c'est-à-dire que quand on dit du lobby nucléaire, le lobby nucléaire, c'est le grand corps des mines en France. Et le grand corps des mines, on le trouve à la tête des installations nucléaires, comme Areva, et on le trouve également dans les ministères. Donc les deux sont liés. On dit que le nucléaire est un État dans l'État, mais on dit aussi que c'est l'État. Bon, donc, 73, ce groupe, cette fraction, en quelque sorte, à l'intérieur de l'État, décide, profite du choc pétrolier pour dire on va lancer le nucléaire civil. La grande illusion prônée par l'industrie nucléaire, par les gouvernements aussi d'ailleurs, c'est cette idée qu'on peut séparer de façon nette, claire et contrôlable le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Or, cette séparation n'est jamais aussi nette, ni du point de vue technique et scientifique, ni du point de vue politique, qu'on espère. Le problème du changement de la production militaire à la production dite civile se produit dans les années 75-76. C'est sans doute dans les têtes des grands chefs en 73, mais ce n'était pas encore une décision. Il y avait une complication, c'est qu'il fallait passer à un statut privé. Le statut juridique est privé, ce qui permet le commerce, avec l'Allemagne et le Japon, les deux principaux clients visés, mais c'est resté d'État à presque 100%. Donc, un tour de passe-passe.
en quelque sorte. Puisque les États-Unis refusaient de transmettre leur technologie, le Japon s'est alors tourné vers la France. Et c'est à Tokaimura qu'une usine de retraitement expérimental a été installée. Voilà comment cette usine a démarré en 1977. L'accord avec le Japon, ça fait tout à fait partie d'une stratégie assez cohérente, en fait, de la partie de la France, de faire un peu concurrent aux États-Unis, de dire non, mais c'est pas à vous de répandre votre technique partout. Nous aussi, on a des techniques à vendre, nous aussi, on a des choses à vendre. Alors effectivement, la France a contribué à la prolifération nucléaire de manière assez active et assez forte. En commençant avec l'Israël. La France reste un pays extrêmement proliférateur. La France a vendu des techniques à l'Inde, la France a vendu au Pakistan. On vend des sous-marins nucléaires, enfin des sous-marins non nucléaires mais qui peuvent devenir lanceurs d'engins nucléaires, et au Pakistan et à l'Inde. On est neutre. Parallèlement à cette commercialisation, se développe alors le projet de surgénérateur nucléaire, un réacteur à combustible au plutonium. Le surgénérateur, comme son nom l'indique, c'est le rêve d'une matière première illimitée, d'une énergie quasi gratuite et d'une domination totale de la nature par l'homme. On a historiquement commencé très tôt à rêver d'un système de ce qu'on a appelé les réacteurs à neutrons rapides ou les surgénérateurs. Et le nom là, contient cette idée de surgénérer de la matière première. Alors c'est totalement compréhensible que des techniciens aient été fascinés par cette idée. C'est quand même le perpetuum mobile qu'on avait imaginé, à savoir créer plus de matière première qu'on en consomme. Comment est-ce qu'on peut dire non à quelque chose de pareil? The discovery of plutonium gave man access to truly plentiful sources of nuclear energy, which he can produce himself. One method of production is by means of breeder reactors, such as you see here. This kind of reactor is called a breeder because it produces more nuclear fuel than it uses, as it is producing electrical power. Avec la crise de pétrole, un mythe qui est allé qu'on a collé aux surgénérateurs, qui était les surgénérateurs qui vont créer plus de matières premières qu'ils consomment vont se substituer au pétrole. Donc il y aura une espèce de solution du problème énergétique dans le monde à travers les surgénérateurs. Pendant cette période-là, jusqu'aux années 78, les contrats de retraitement commerciaux pour la Hague ont été signés. Avec le Japon, avec l'Allemagne, c'était les deux plus grands clients, environ 40% chacun, avec EDF et d'autres clients étrangers. Une minuscule caméra a inspecté la cuve depuis 3 semaines. On cherche sans succès. Cette énorme cuve de 10 mètres de haut a été entièrement vidée. Les inspections techniques, les investigations ont révélé des défauts, des micro-fissures sur 50% de 98 points de soudure. 3 ans après sa mise en service, les ingénieurs se rendent compte que ce qu'ils avaient conçu comme une merveille de technologie ne fonctionne pas. Incident, arrêt, redémarrage à plusieurs reprises. Comme l'a dit un physicien du nucléaire, Superphénix est la machine la plus chère et la plus dangereuse que l'homme ait imaginée pour faire bouillir de l'eau. Tant qu'il n'y a pas eu une décision claire de dire que la politique de surgénération c'est un échec, ça date des années 50, 1950 l'idée. Et là, dans les prospectives du CEA, c'est pour être mis en application en 2050.
C'est-à-dire c'est 100 ans de R&D. Moi, je ne connais pas d'autres technologies où il a fallu 100 ans de R&D, de recherche et développement pour arriver à la mettre au point. Quel industriel est prêt à investir 100 ans de recherche et développement pour une technologie qui va aboutir 100 ans plus tard? Non, c'est pas sérieux. Ça n'est absolument pas sérieux. On était dans une situation où on aurait dû corriger la stratégie nucléaire. C'est-à-dire, c'est pas pour ou contre, c'est à l'intérieur d'une logique nucléaire, on aurait dû abandonner la séparation du plutonium dès le début des années 80, puisque c'était devenu évident que la substance du plutonium était très chère à séparer et très chère à utiliser. La France a arrêté définitivement Superphénix en 1998. Malgré les échecs pour la mise au point des surgénérateurs, le commissariat à l'énergie atomique continue toujours la recherche et développement avec un prototype appelé Astrid, pour une application industrielle à l'horizon d'un siècle. Pendant ce temps, le plutonium continue à être produit. Aujourd'hui, 56 tonnes sont entreposées à La Hague et on ne sait pas quoi en faire. Alors, on a trouvé le MOX, un mélange de plutonium et d'uranium. Il est utilisé comme combustible dans plusieurs réacteurs de centrales nucléaires. Le Japon est à ce jour propriétaire de 47 tonnes de plutonium, produit par le retraitement effectué à La Hague et à Sellafield, en Grande-Bretagne. Il peut ainsi se vanter d'avoir du plutonium made in Japan et il peut y planter son drapeau. Mais puisque les surgénérateurs ne fonctionnent pas, le Japon est contraint d'utiliser du MOX dans des centrales classiques. Dans la péninsule de Shimokita, le réacteur de la centrale d'Oma est conçu pour fonctionner à terme uniquement avec du MOX, fourni par l'usine de La Hague. Le MOX est 1 million de fois plus radioactif que l'uranium. La direction d'Areva disait, mais les Japonais, ils ont construit des installations nucléaires sur des zones sismiques. Comme si les gens d'Areva ne savaient pas. Alors, et donc, je leur dis, mais vous ne vous sentez pas un peu responsable de leur avoir fourni du MOX, alors que vous saviez que c'était sur des centrales, et il y a sur des centrales, sur des zones sismiques, et Fukushima, l'un des réacteurs était chargé au MOX. Ah, mais on nous en demande, on fournit. Ben voyons. En 2011, il y a eu la catastrophe de Fukushima. Ça veut dire 54 réacteurs arrêtés en un an au Japon, 8 réacteurs arrêtés en Allemagne, ce qui fait 62 réacteurs sur la planète avec un parc de 450. Donc vous voyez, c'est pratiquement 12% du parc nucléaire arrêté en un an sur la planète. Ça veut dire que les cours de l'uranium se sont effondrés. Vu les efforts consentis et vu l'argent mis, c'est pas rentable. Économiquement, c'est pas rentable. D'ailleurs, Areva a perdu tous ses clients les uns après les autres et il n'y a plus qu'EDF, principal client, qui maintient cette option pour maintenir l'usine de retraitement. On est resté sur cette histoire-là avec un programme de combustible mixte, mais qui coûte 5 fois plus cher à la fabrication que le combustible à uranium et donc n'a pas de sens aujourd'hui. Ça n'a plus aucun sens économique. Nous séparons une matière qui a une valeur comptable
dans les livres comptables d'EDF, la valeur du plutonium et de l'uranium de retraitement sont zéro, sont comptabilisés comme valeur zéro. Si aujourd'hui on veut vendre du plutonium ou de l'uranium retraité, il faut payer. On ne peut pas avoir un prix, ça a un coût. Il faut payer quelqu'un pour le prendre. Donc pour moi, c'est une absurdité exceptionnelle de l'histoire. C'est qu'on a créé une industrie qui vit sur la séparation d'une matière qui n'a pas de valeur et qui a en fait sur le marché une valeur négative. Je ne pense pas qu'il y a de parallèle dans l'histoire industrielle de ce type de situation. Bien que le nucléaire fasse vivre la péninsule de Shimokita, quelques voix osent encore s'élever. Un des symboles de cette résistance se trouve au cœur de la centrale d'Omma, où une famille possède encore un hectare de terre qu'elle a refusé de vendre. Madame Ogasawala est la propriétaire de cette parcelle située au pied de la centrale nucléaire toute proche. Elle poursuit le combat qu'avait commencé sa mère il y a plus de 20 ans. Comme vous pouvez le voir, c'est juste en face. Mais même s'ils construisent, nous, on restera ici, en face d'eux. Et puis, grâce à ce chemin, tout le monde peut entrer comme il veut et continuer à faire des va-et-vient. D'ailleurs, il y a toujours plein de gens qui viennent ici. Et rien que ça, c'est bien, parce que ça les gêne. C'est pour ça qu'ils sont aux aguets, comme tout à l'heure. Ils sont venus voir si leur clôture était toujours en place. Ils viennent surveiller. C'est un moyen d'exercer une sorte de pression sur nous. Ce terrain appartenait au père de ma mère. Quand il est rentré de la guerre, le pays était ruiné. Alors il a dit à ma mère, à Sako, ne lâche jamais ce terrain. S'il arrive quelque chose, tu pourras y vivre. Car si on possède des terres et si on vit près de la mer, on peut toujours subsister, on peut survivre, même sans argent. Ma mère a suivi les paroles de son père. Elle n'a jamais lâché son terrain. Et puis, en tant que mère, je pense qu'elle voulait d'instinct protéger ses enfants, sa famille. C'est aussi pour ça qu'elle s'est révoltée, de toutes ses forces. Il suffirait d'un déclencheur, une petite étincelle. Les gens sont prêts à exploser, même si pour le moment personne ne dit rien. Ils refoulent leurs sentiments, ils n'arrivent pas à parler. C'est une petite ville ici. Ils craignent le regard des autres. C'est difficile de faire le premier pas. C'est comme un ballon et une aiguille. Je pense que ça peut exploser. Et moi, j'aimerais être cette aiguille. Avant, j'avais des pâturages à Fukushima. Je faisais de l'agriculture biologique, sans pesticides ni engrais chimiques. Mais l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima est arrivé.
J'ai arrêté parce que je ne pouvais plus rien vendre à cause du césium, de la radioactivité. J'ai tout abandonné et j'ai mis fin à mes activités à Fukushima. C'était fini. Ici aussi, les gens risquent le même sort à cause du nucléaire. Alors j'ai eu envie de faire quelque chose pour eux, parce que je ressentais beaucoup d'affinité avec ce qu'ils vivaient. Je suis venu ici pour aider Atsuko à défricher. Elle était vraiment très contente. Je suis revenu l'année suivante, puis l'année d'après. Je suis toujours en colère contre l'industrie nucléaire. Je suis né dans une famille d'agriculteurs et quand j'étais enfant, une fois le travail des champs terminé, on allait tous dans la montagne pour y planter des arbres, pour débroussailler, pour élaguer, pour entretenir. On s'occupait de la montagne et c'était normal. Le peuple japonais a toujours fait ça. Nos ancêtres nous ont transmis des champs qu'on a entretenus, en veillant à les préserver dans le respect de ce qu'ils avaient fait, pour pouvoir les transmettre à la génération suivante. Après Fukushima, et avec ce qui s'y est passé, j'étais persuadé que c'en était fini des centrales nucléaires au Japon. Mais maintenant, on parle de redémarrage. C'est atterrant ce qui se passe dans ce pays, non? Je n'ai plus envie de vivre ici. Je ne veux pas finir ma vie dans ce pays. L'ACRO est une association de citoyens et de scientifiques créée à la suite de la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Ses membres font des prélèvements réguliers dans la région du Cotentin. Depuis 1987, ils y détectent régulièrement des contaminations radioactives. À chaque fois qu'on découvre une pollution qui n'a pas toujours été, elle, détectée par l'exploitant, qui est censé aussi contrôler l'environnement, au moins contrôler ses propres pollutions. À chaque fois, on est aussi en colère parce que on s'aperçoit qu'on nous cache toujours quelque chose, quoi. Il y a toujours une sorte de mensonge. Il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'il y ait absolument ce contrôle indépendant parce qu'on n'a pas cette information transparente. L'État qui est censé aussi contrôler la pollution nucléaire environnante, elle est partie prenante aussi dans le retraitement, dans la production des centrales nucléaires. Donc on ne peut pas avoir une information objective, contrôlée par, si elle n'est pas contrôlée par un laboratoire indépendant. C'est une contamination qui est permanente. Dans les sédiments, la contamination n'évolue quasiment pas. Elle ne va disparaître que par la décroissance des éléments radioactifs. Et étant donné les apports continus des rejets, il y a une contamination qui s'entretient de jour en jour. Il y a effectivement une très grosse dilution qui s'opère, parce qu'il y a des très forts courants marins dans la région. Mais globalement, dans un périmètre d'une trentaine de kilomètres autour de ce site-là,
il n'y a quasiment pas de dilution. Donc toutes les eaux et l'environnement est contaminé de la même activité. En termes d'activité rejetée, pour certains éléments, on dit même que ça rejette autant que l'ensemble du parc nucléaire français, donc des 58 réacteurs. Les rejets radioactifs dans l'air comme dans l'eau sont considérables. Ils vont polluer en particulier les milieux marins de l'Atlantique Nord. L'objectif n'a jamais été de protéger les hommes contre la radioactivité. Et je dirais que la radioprotection, elle protège la radioactivité et pas les hommes. Et si vous... Enfin, on peut lire cette histoire à travers d'abord cette quête de la dose tolérable. Et en fait, la dose tolérable, c'est identifier le moment où la radioactivité a des effets imperceptibles. C'est-à-dire qu'on ne peut plus... quand il y a une forte irradiation, il y a des phénomènes de fatigue, de cataracte, de choses qui vont surgir immédiatement. À très faible dose, il ne se passe rien. Et le délai de latence entre le moment où vous êtes irradié et le moment où un cancer va survenir, c'est une décennie, voire plusieurs décennies. À partir de là, ça leur donne un temps incroyable pour installer une industrie extrêmement dangereuse pour laquelle il n'y a absolument aucun seuil de toxicité en dessous duquel il n'y aurait pas d'effet, je dirais en tout anonymat, parce qu'on est sûr qu'il y aura des victimes, mais impossible de savoir sur qui ça va tomber. Alors là, on a un échantillon de sédiments qui a été prélevé dans la Sainte-Hélène, qu'on a analysé. Et donc on a la représentation visuelle de tous les éléments radioactifs qui sont présents à l'intérieur de cet échantillon, aussi bien naturels qu'artificiels. Dans les différents résultats, on a 4 isotopes radioactifs artificiels qui sont présents, qui attestent de la contamination de ces sédiments. Donc il y a l'iode 129 qui est présent au niveau des 3 premiers pics du spectre. On a de l'américium 241 et on a du césium 137 qui se trouve à 661 keV. Le plutonium, c'est un ascendant de l'américium. Donc si effectivement il y a de l'américium, il se peut qu'il vienne de plutonium. Ici, comme à Hanford, se trouve à côté de l'usine de retraitement un centre de stockage de déchets radioactifs de faible activité. Contenus dans des bidons en très mauvais état et qui fuient, ils ont été enterrés juste au-dessus de la source de la Sainte-Hélène. C'est un centre qui s'est construit de façon totalement empirique. Il s'est construit au plus mauvais endroit qui puisse exister. Si vous voulez faire un centre de stockage de déchets radioactifs, le plus mauvais endroit, c'est de prendre une zone humide. Or, cette zone qui s'appelle le Haut-Marais était une sorte de marécage. Or, vous le savez, c'est l'ennemi principal, c'est l'eau, parce que c'est elle qui va faire qu'à un moment donné, les pollutions radioactives vont y véhiculer. Bien sûr, par la suite, ils ont essayé d'améliorer, de corriger, et au cours des années, ils ont fait toujours de mieux en mieux, mais les parties anciennes de ce centre sont vraiment dans de très mauvaises conditions. Et nous avons toujours pensé pour notre part qu'il y a certaines zones qui auraient dû être reprises. Pour détecter une éventuelle présence de plutonium dans ces échantillons, nous avons envoyé des sédiments prélevés dans la rivière Sainte-Hélène à un laboratoire spécialisé en Suisse. Les résultats sont indiscutables. Le laboratoire confirme non seulement la présence de plutonium dans les prélèvements, mais indique que celui-ci ne saurait provenir des retombées des essais atomiques des années d'après-guerre. En clair, il confirme la présence de plutonium due aux fuites du centre de stockage de La Hague. Le spectre d'une contamination permanente se révèle de façon précise
et irréfutable. Alors, je sais très bien comment ça se passe dans le nucléaire, c'est-à-dire que on vous met en face les travailleurs et les syndicats qui sont endoctrinés, il n'y a pas d'autre mot pour dire que à ces niveaux-là, il n'y a pas de danger. Donc c'est là où l'histoire de la dose tolérable, il faut qu'on arrive à la faire voler en éclats, parce qu'il n'y a pas de dose tolérable du plutonium, c'est clair. Et là, c'est une preuve accablante, c'est-à-dire que moi, je serais tout à fait prête à soutenir, et enfin, à m'engager dans un travail avec une association qui voudrait déposer plainte au pénal, là, contre Areva, puisque c'est Areva qui est quand même l'exploitant, sur cette contamination au plutonium. Là, maintenant, on a cette preuve-là, il faut s'en servir. Sur le site de Hanford, l'entreprise Areva est sous-traitante du nettoyage de l'ancienne usine de plutonium. Assainissement des sols, vitrification des déchets radioactifs. Le contaminateur est devenu celui qui décontamine, emblème d'un système ubuesque qui génère de gigantesques profits. Le prix de la décontamination ne cesse d'augmenter et les délais d'être repoussés. Pour beaucoup de gens, Hanford est devenu une source de revenus. Des entreprises sont grassement payées pour gérer le site. Il y a des emplois ici. Tout le monde s'estime satisfait et fait bonne figure. Pourtant, beaucoup de gens sont frappés par des maladies. Et si l'on parle de ça, qui que vous soyez, même si vous êtes un cadre supérieur ou même plus, vous n'êtes pas à l'abri. Vous pouvez perdre votre emploi. Votre carrière peut être anéantie si vous dites la vérité. Hanford a été largement géré par un organisme gouvernemental qui avait une mentalité de guerre froide. Alors ici, on ne tolère pas les lanceurs d'alerte, ceux qui disent ce qui se passe réellement. Cela nuit à la qualité du nettoyage et ça empêche de protéger les gens. Des populations cobayes aux irradiés de la bombe atomique, jusqu'aux travailleurs de la décontamination, le nucléaire exige toujours plus de victimes. Un sacrifice sans fin. J'ai commencé à travailler sur le site de Hanford en 1983. J'étais opérateur en chimie nucléaire à la section des cuves dans la zone 200. J'ai fait ce travail pendant 2 ans environ, et puis je suis passé aux zones d'enfouissement des déchets sur tout le site. On m'a diagnostiqué un lymphome. J'ai subi plus de 40 chimiothérapies et 2 greffes de cellules souches. Je souffre aujourd'hui de problèmes rénaux. Et de difficultés respiratoires. Ce qui m'est arrivé n'aurait jamais dû se produire. J'ai été exposée alors que j'étais dans un immeuble hors zone de traitement, considéré comme un bâtiment administratif. Mais les bâtiments administratifs sont tout près de la section des cuves qui laissent constamment échapper de la vapeur et de la fumée. Il n'avait pas été envisagé de les construire à l'abri du vent, qui transporte les polluants et tous les produits contaminants.
J'étais dans l'aile 272 de mon bâtiment, du côté de la section est des cuves, et j'étais en train de terminer un dossier pour la réunion de coordination de l'après-midi. Je n'avais que quelques minutes avant de le transmettre pour cette réunion. En revenant, j'ai traversé la zone où sont répartis les ouvriers. Et en passant dans cette zone, j'ai tout de suite senti que quelque chose me brûlait les poumons. J'avais du mal à respirer. Je suffoquais et je n'avais aucune idée de ce qui m'arrivait parce que je me croyais en sécurité. Oui, c'est dommage que personne d'autre ne puisse en témoigner. J'aurais voulu que ce soit possible. On nous oblige au silence parce qu'on ne veut pas que les gens sachent ce qui se passe. Ces obligations de silence ont été mises en place parce que si les ouvriers avaient le droit de parler aux médias, ces faits seraient diffusés publiquement. Mais d'autre part, les rares d'entre nous qui ont pris la parole, on les fait passer pour de dangereux gauchistes, des insatisfaits, des simulateurs. C'est quoi l'Amérique? Une institution âgée de 2 siècles. D'ici un siècle ou deux, surtout si l'on considère le changement climatique et autres désastres environnementaux qui nous attendent, y aura-t-il encore quelqu'un pour empêcher les gens d'entrer sur ce site ou pour empêcher la contamination de l'environnement? Le temps joue contre nous. Finalement, c'est un problème du futur et pas seulement un problème du passé. France, États-Unis, Japon. La gestion du plutonium révèle les mêmes problèmes et les mêmes impasses dans les 3 pays. Prisonniers d'une spirale qui semble sans fin. Le système nucléaire se contamine lui-même et se nourrit de l'argent de la contamination comme de la décontamination. Tant que le Japon aura en tête d'obtenir l'arme nucléaire, il n'abandonnera pas le retraitement. Mais plus il s'entêtera, plus le secteur du nucléaire au Japon sera déficitaire. En France aussi, c'est la même chose, bien sûr. Même si à La Hague, on parvient à retraiter le plutonium, on ne sait pas comment le recycler après. Il n'y a pas de solution. La fabrication du plutonium ne fait qu'augmenter sans cesse les coûts, toujours plus, ainsi que les pertes. Je crois que La Hague ne tiendra pas longtemps. Si Areva veut assurer sa survie, je pense que l'entreprise devrait d'abord songer à arrêter le retraitement et s'engager seulement dans l'activité de démantèlement des réacteurs. Vous voyez aujourd'hui un président de la République annoncer de fermer La Hague avec l'implication de 5000 emplois. Je pense qu'aujourd'hui, on est passé à une situation qui est l'engrenage total. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de liberté d'option. Politiquement, on vit ça comme une fatalité. C'est-à-dire il y a un collègue anglais qui a décrit la même situation pour Thorpe à Sellafield en appelant son livre « Entrapment ». C'est-à-dire c'est une forme de piège. Et on a créé une logique et on n'arrive plus à sortir de cette logique-là. Et cette logique coexiste avec d'autres logiques, mais il n'y a plus d'interaction. Et donc, c'est parfaitement autocratique. Ça a un sens ou pas, ça n'a pas d'importance. EDF, interrogé devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale au printemps 2014, disait, vous savez, sortir aujourd'hui coûte plus cher que de continuer avec une stratégie. Et c'est bien ça, c'est-à-dire c'est un manque de volonté politique pour imposer un changement radical. Après la catastrophe de Fukushima en mars 2011, toutes les centrales ont été arrêtées. Mais alors que rien n'est résolu,
le gouvernement japonais, contre l'avis de la population et des autorités de contrôle, s'obstine à vouloir continuer le développement de l'industrie nucléaire. Les centrales nucléaires rejettent des substances, des déchets, et on ne sait pas quoi en faire. Et tout ça, ça va rester. Cette façon de penser, d'un point de vue éthique, je ne peux pas leur pardonner. Je pense vraiment que ce sont des gens qui n'ont aucune morale. Quand je vois ce qu'ils font à la terre, je voudrais leur montrer ce que nous, les agriculteurs, on en fait. Ceux du nucléaire, je me demande comment ils peuvent sans honte continuer à faire des choses pareilles. Et puis il y a de la colère en moi parce que j'ai été chassé de ma ferme. Et la colère est un sentiment qui me motive. Et je me dis, protégeons cette terre. Le plutonium tire son nom de Pluton, le dieu des enfers dans la mythologie occidentale. C'était un dieu peu aimé, qui ne se laissait jamais apitoyer par les prières des hommes. On le représentait muni d'un trousseau de clés noires, pour signifier que son royaume était si bien gardé que nul jamais ne pourrait en sortir. Les Japonais pensent que la péninsule de Shimokita, où se trouve l'entrée des enfers, est l'endroit sur la Terre où on peut communiquer avec les morts. Le pont rouge des jardins japonais est le symbole de ce passage entre les mondes. Peut-on revenir du royaume de Pluton? C'est la question à laquelle, un jour ou l'autre, nous aurons tous à répondre.